Maintenant, on va aborder un aspect corollaire de ce dont on vient de discuter. Monsieur le gouverneur avait mis en exergue le fait, tout ce qui a été fait par la Banque centrale, par son prédécesseur et un peu le mouvement qu'il avait continué lui-même concernant la mise en place d'un système de bonnes pratiques de gouvernance, essentiellement avec la mise en place des administrateurs indépendants et la mise en place d'un certain nombre de comités de contrôle interne, etc. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Azdijoudi, que vous connaissez tous. Il est enseignant-chercheur, spécialiste des questions de bonne gouvernance et de bonnes pratiques. Il a beaucoup travaillé sur les standards internationaux de bonnes pratiques. Il est aussi président de l'Association tunisienne de gouvernance. Il est, comme vous le savez tous, très présent dans les médias, où ses prises d'opposition tranchées, voire tranchantes, sont très prisées, ce qui ne lui vaut pas que des amis, mais bon, il s'en sort très bien tout seul. Il est là aujourd'hui pour justement nous faire un exposé sur les bonnes pratiques internationales, les standards internationaux, et surtout ce qui nous intéresse, de son point de vue, en faisant l'état des lieux en Tunisie, qu'il connaît très bien, si de son point de vue, ces standards-là sont appliqués et applicables dans le contexte que nous connaissons, même à un horizon moyen. Fadlan. Sidi Habib, je remercie aussi Sidi Hadid Mechili, avec lequel je travaille beaucoup à l'économiste maghrébin afin d'être une force de proposition et de pouvoir faire avancer le schmilblick, comme on le dit, et puis donc essayer d'œuvrer pour une réforme profonde de l'économie tunisienne et du système financier tunisien. Donc moi je vais intervenir sur cette question de gouvernance qui reste une question fondamentale, primordiale. C'est l'un des clés de succès, la gouvernance en matière de rentabilité, de création de valeur au niveau du système bancaire et d'un système financier. Et c'est la Habib, si vous permettez, moi je vais commencer par annoncer la couleur directement, et je vais dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas une bonne gouvernance du système bancaire en Tunisie. Et la mauvaise gouvernance persiste encore, malgré la révolution, malgré ce qui s'est passé aujourd'hui. À part 5 ou 6 banques tunisiennes sur un total de 21 banques, je ne crois pas qu'il y a une bonne gouvernance ou de bonnes pratiques qui sont vraiment appliquées en Tunisie. Et je vais donner les raisons, les explications pour ça et les justifications nécessaires. Tout d'abord, je crois qu'avant d'adopter des bonnes pratiques de gouvernance, il faut instituer une culture de la bonne gouvernance. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui en Tunisie, nous avons une culture de la bonne gouvernance qui est bien instaurée. Nous n'avons pas encore des acteurs dans le système financier et bancaire qui sont convaincus, qui adhèrent à ce concept de gouvernance. Et puis, il y a carrément chez certaines personnes avec lesquelles j'ai parlé, il y a un mouvement de rejet. Carrément, parce que certaines personnes, notamment des équipes managériales, croient que la gouvernance va restreindre un petit peu leur espace discrétionnaire et donc ils ont perçu la chose comme étant une approche disciplinaire qui va un petit peu les discipliner et qui va les contrôler, qui va les brider dans leur fonctionnement, alors que c'est pas ça la gouvernance. Si l'Habib Ben Saad a dit qu'éventuellement il s'agit, ou bien certaines personnes ont perçu ça comme un dépouillement des prérogatives des PDG de banque, c'est loin d'être ça, la gouvernance, et l'Habib. C'est loin d'être ça. La gouvernance, c'est la bonne répartition des pouvoirs au sein d'une institution bancaire. Et au contraire, les PDG de banque ont intérêt à adopter des bonnes pratiques de gouvernance dans leur banque, parce que c'est dans leur intérêt. Ils doivent être bien accompagnés dans les réflexions stratégiques, dans les décisions stratégiques. Ils doivent être bien accompagnés en matière de contrôle, en matière de surveillance, en matière de gestion des risques. Et donc un PDG de banque a besoin d'un système de gouvernance performant au sein de sa banque. Il a besoin d'un conseil d'administration bien composé, il a besoin d'administrateurs indépendants et surtout compétents, il a besoin d'un comité d'audit qui fonctionne convenablement, il a besoin de transparence, il a besoin de communication financière qui soit fiable et pertinente pour l'institution bancaire et pour la place financière de Tunis. Donc tout ça, le PDG de banque, moi je crois que c'est son intérêt de pousser à la bonne gouvernance de son institution. Et je vais citer encore les raisons pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore une bonne gouvernance des banques tunisiennes ou du système financier tunisien. Donc la première raison, c'était la culture de la gouvernance qui n'est pas encore bien instaurée. Et je crois que quand on parle comme ça, on fait des colloques, on fait des formations, quand on discute, on échange sur cette thématique de la gouvernance, je crois que c'est une première pierre à l'édifice qu'il faut savoir renforcer.
Aujourd'hui, il faut savoir consolider la culture de la bonne gouvernance en Tunisie. Il faut que les acteurs adhèrent à ce concept. Deuxième raison qui constitue pour moi un frein aujourd'hui, donc à l'avancement de l'adoption des bonnes pratiques de gouvernance en Tunisie, c'est la Banque centrale elle-même. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que la Banque centrale de Tunisie est un exemple de bonne gouvernance. Je le dis tout à fait sincèrement et franchement parce que je voudrais bien que les choses avancent et s'améliorent en Tunisie. Moi, je cite la composition du conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie. Il prêche ce conseil d'administration par des conflits d'intérêts énormes. Je le dis tout à fait sincèrement et vous pouvez vérifier. Et donc, par exemple, il y a une personne qui fait partie de ce conseil d'administration qui n'a pas sa place dans ce conseil d'administration. Bon, je respecte beaucoup cette personne. Il se trouve qu'il est aujourd'hui un acteur financier et bancaire de premier plan et il n'a rien à faire dans un conseil d'administration d'une institution de régulation du système bancaire. Et c'est un conflit d'intérêts flagrant. Et donc moi je ne crois pas que les choses peuvent s'améliorer à partir du moment où on a des compositions claniques comme ça et des compositions qui prêchent par les conflits d'intérêts. Et donc la Banque centrale n'est pas apte aujourd'hui à donner des leçons de bonne gouvernance aux banques tunisiennes parce qu'elle-même, elle doit réformer sa gouvernance. Troisième raison, je crois que le cadre juridique n'est pas encore approprié à 100%. Donc il y a des réformes qui doivent être entreprises dans ce cadre juridique. En matière de gouvernance au niveau international, on a procédé par la hard law, on a procédé aussi par la soft law, c'est-à-dire la loi pure et dure, et par les bonnes pratiques, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. En matière de hard law, nous avons des lois qui sont affichées mais qui ne sont pas appliquées jusqu'à maintenant, et ces lois ont besoin d'être renforcées aujourd'hui et consolidées, et que ces lois-là soient appliquées littéralement à toutes les banques et à tout le système financier. Ça, premièrement. Et deuxièmement, en matière de bonnes pratiques aussi, il faut faire évoluer la bonne pratique en Tunisie. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un code de bonne pratique en matière de gouvernance, sauf le code qui a été donc initié par l'ISE, que je remercie d'ailleurs pour cette bonne initiative. Mais aujourd'hui, on n'a pas un code comme en France. Il y a le rapport ou le code Bouton, le code Viennot. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de codes. En Grande-Bretagne, il y a le code Cadbury, il y a le code Impel, le code Walker. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un code de bonne pratique, surtout dans le domaine bancaire. Moi, c'est Habib Ben Saad, j'ai appelé à plusieurs reprises l'APTBEF, l'Académie des professionnels des banques, d'être à l'initiative d'instituer un groupe de travail afin qu'il travaille activement et afin qu'il publie urgemment un code de bonne pratique pour les banques et le système financier tunisien. Et c'est dans les prérogatives et dans les compétences de l'APTBEF de faire ce travail-là. Et je crois que c'est un code qui va être utile. Bon, troisième raison, c'est le cadre juridique qu'il faut savoir faire évoluer. Il y a la circulaire de la BCT 2011-06, je crois que ça, par contre, c'est un point positif. Cette circulaire a été bien reçue. C'est une circulaire, moi je l'ai étudiée, je l'ai lue, je l'ai analysée, j'ai participé à quelques discussions, quelques réunions autour de cette circulaire-là. Et je crois que vraiment, cette circulaire, c'est une première pierre à l'édifice. Donc il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup d'évolutions, il y a des définitions et puis des applications et des bonnes pratiques dans cette circulaire qui prônent donc une réforme assez profonde de la gouvernance des banques tunisiennes. On parle de l'administrateur indépendant, on a défini l'administrateur indépendant en détail dans cette circulaire, on parle de la dissociation des fonctions, on parle des comités spécialisés, on parle de la communication financière et comptable des banques, on parle des questions de rémunération, donc je crois que cette circulaire est assez complète. Par contre, aujourd'hui, il faut bien l'appliquer, il faut bien s'y conformer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'essoufflement, un petit peu, de l'engouement autour de cette circulaire de bonne gouvernance. La première année 2011-2012, c'était vraiment, on en parlait beaucoup, les banques étaient vraiment très actives. Aujourd'hui, je vois, voilà, donc éventuellement, on a commencé à faire ça, mais bon, si la Banque centrale ne suit pas ou a d'autres priorités, donc nous, on va lâcher ce suivi-là. Et je crois que des banques tunisiennes qui ont bien amélioré leur gouvernance, ce sont les banques qui ont commencé à faire ça avant même la circulaire et avant même qu'il y ait des lois en Tunisie, avant même la révolution. Aujourd'hui, il y a des banques qui sont réactives elles-mêmes. On n'a pas besoin de circulaire ou de loi à partir du moment où on est convaincu du bien fondé de la bonne gouvernance et que cette bonne gouvernance va donc contribuer à la consolidation de l'activité d'une banque et puis à sa pérennisation et à son processus de création et de répartition de valeur. Et à partir de là, la banque a intérêt elle-même, sans circulaire, sans qu'il y ait de cadre juridique, à améliorer sa gouvernance. Et donc aujourd'hui, je constate qu'il y a des banques tunisiennes, notamment des banques privées, qui sont dans cette lignée, qui sont dans cette logique, qui sont en train de bouger tout seuls,
qui ont compris que ce n'est pas la gouvernance, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas du politiquement correct. Ce n'est pas dans quelques mesurettes qu'on va prendre pour donc se conformer à des grilles, ce que les Anglais appellent le phénomène de box-ticking, c'est-à-dire le fait de cocher des cases et de dire voilà, je réponds à des critères de bonne gouvernance, il s'agit de les appliquer et d'être convaincu de cette application-là. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote, donc pour un petit peu situer aujourd'hui la perception en matière de gouvernance en Tunisie. Et si je suis un peu critique, c'est parce que je voudrais que les choses avancent et c'est par intérêt national. Je ne fais pas ça uniquement pour un intérêt personnel, loin de là, c'est pour pousser les choses et améliorer parce que je crois beaucoup à cette bonne gouvernance et je crois que cette bonne gouvernance, c'est vraiment un facteur clé de succès pour l'amélioration et la réforme profonde de notre système financier, notre système bancaire. Alors, il y a une année à peu près, donc j'assistais à un colloque où il y avait donc des banquiers tunisiens et on parlait d'ailleurs de la gouvernance des banques. Il y avait deux banquiers, on a parté de deux PDG de banques qui parlaient entre eux et donc l'un d'eux a dit à l'autre, voilà, à son collègue, voilà, moi je viens de dénicher deux administrateurs indépendants qui sont excellents. Et donc à partir de là, on comprend un petit peu la perception. L'administrateur indépendant ne doit avoir aucune relation avec le PDG de banque. Et le PDG de banque ne doit intervenir en aucun cas dans la sélection et la nomination d'un administrateur indépendant. À partir du moment où il y a une relation entre les deux, il n'y a plus d'indépendance. Et on ne peut plus parler d'indépendance. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est les mauvaises perceptions. Parce que donc, certaines équipes managériales, certains PDG ont répondu à la chose comme étant, voilà, donc il y a une approche disciplinaire qui va apporter une expertise, qui va apporter un savoir-faire, qui va apporter donc une vision décalée, qui va apporter de l'intégrité intellectuelle, qui va apporter un état d'esprit nouveau, qui va apporter une forte personnalité, qui va recadrer les choses parfois, qui va améliorer la gestion des risques dans une institution bancaire. C'est une grande valeur ajoutée que peut apporter un administrateur indépendant au sein d'un conseil d'administration. Et on ne peut pas parler d'administrateurs indépendants aujourd'hui en Tunisie à partir du moment où on n'a pas institué des comités des nominations au sein des banques tunisiennes. Et c'est là un point, une critique que je fais à la circulaire 2011-06. On a donc prôné les administrateurs indépendants, mais on n'a pas institué des comités des nominations qui doivent être présidés elles-mêmes par des administrateurs indépendants pour sélectionner les futurs administrateurs indépendants des banques. Aujourd'hui, il y a des banques publiques tunisiennes qui ont procédé par appel d'offres pour sélectionner leurs administrateurs indépendants. Et ça, je ne crois pas que c'est la meilleure méthode pour avoir des administrateurs indépendants et compétents, parce que l'appel d'offres et les offres passeront certainement par un comité où il y a des personnes exécutives dans ce comité-là, et puis il y a un risque d'interférence et de complaisance, et donc il y a un risque indirect que le PDG ou le directeur général de la banque interviennent dans la sélection de ces administrateurs indépendants. Donc il n'y a pas une traçabilité assez fiable pour donc attester de l'indépendance d'un administrateur aujourd'hui au sein des banques tunisiennes. Je ne dis pas que toutes les banques tunisiennes sont dans le tort ou donc ont des problèmes de gouvernance, loin de là. Je dis qu'il y a des banques qui ont bien avancé aujourd'hui, donc ces banques correspondent ou se conforment de plus en plus aux standards internationaux. Alors pour finir, moi je vous ai, si vous pouvez me mettre le dernier slide, donc voilà. Donc moi j'ai recensé un petit peu 275 codes de bonne pratique, si la Habib, donc au niveau international, ce sont des codes de bonne pratique qui sont adoptés au niveau du système financier et du système bancaire. Donc à partir de ces codes de bonne pratique, le dernier slide s'il vous plaît, donc à partir de ces codes de bonne pratique, j'ai recensé un ensemble de bonnes pratiques qui se recoupent un peu partout dans le monde, d'accord? Donc on les retrouve, j'appelle ça des standards internationaux. Et donc ensemble on va vérifier si ces standards internationaux sont bien appliqués aujourd'hui en Tunisie, sont bien vérifiés. Donc à partir de là, on pourrait commencer à voir s'il y a vraiment une bonne gouvernance des banques tunisiennes ou non, ou ça commence à être le cas, ou bien on est en stade donc de réforme, ou bien on est à un stade embryonnaire. Donc voilà les bonnes pratiques que j'ai recensées pour vous. Alors première bonne pratique, professionnalisation et formation des administrateurs. Donc aujourd'hui, dans les banques au niveau international, on a de plus en plus d'administrateurs qui sont professionnels, qui sont compétents, qui sont intègres, qui connaissent leur métier, qui sont conscients des responsabilités qui pèsent sur eux. Un administrateur de société ou un administrateur de banque, il a une double responsabilité pénale et civile. Est-ce que les administrateurs des banques tunisiennes sont conscients de ça, au moins? D'accord? Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore en Tunisie un vivier d'administrateurs. Et le gouverneur de la Banque centrale l'a bien dit. C'est très difficile de trouver des administrateurs indépendants compétents donc à faire figurer dans les compositions des banques, des conseils d'administration des banques tunisiennes. Donc aujourd'hui, c'est là où le bas blesse.
On a un manque d'administrateurs. Avec Sisleh Lajimi, directeur général de la BIAT, nous avons créé l'Institut tunisien des administrateurs et donc on va essayer de le développer encore plus pour que cet institut puisse accueillir des administrateurs, les informer, les former et puisse présenter un vivier aux banques tunisiennes afin qu'ils puissent puiser dans ce vivier-là. Donc on n'a pas encore des administrateurs, on a quelques administrateurs qui sont issus de professions ou qui ont un parcours ou qui ont une expertise sectorielle, mais on n'a pas encore un corps d'administrateurs de sociétés ou d'administrateurs de banques aujourd'hui en Tunisie. Alors, deuxième donc, bonne pratique, l'information des administrateurs. Un administrateur qui fait partie du conseil d'administration d'une banque ou d'une institution financière doit être bien informé. Il a droit à l'information et à la formation. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Tunisie? Qui informe les administrateurs? Est-ce que les administrateurs obtiennent les informations qu'ils veulent? Je ne le crois pas aussi. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'administrateurs. Moi, de même, je suis administrateur, mais pas dans des banques, dans des sociétés. Et je crois qu'il y a des disparités. Il y a des entreprises qui informent, il y a des banques qui informent, d'autres qui n'informent pas. Donc, il y a encore du travail à faire au niveau de l'information des administrateurs. Alors, formalisation des travaux du conseil, les PV. Donc la tenue des réunions. Aujourd'hui, il y a encore des conseils d'administration qui se réunissent uniquement une seule fois par an autour d'un déjeuner sympathique qui finit toujours par des compliments et puis on fait distribuer les PV et puis on signe les PV et tout le monde part content. Il y a même des annonces ou des décisions d'augmentation de capital qui sont annoncées après par téléphone aux administrateurs. Donc à partir de là, je ne crois pas aussi qu'il y a une formalisation assez, donc je dirais actualisée, assez structurée, assez fiable des travaux des conseils d'administration du système financier tunisien. L'organisation en comité, ça commence à voir le jour. Donc il y a 3 comités spécialisés dont on parle aujourd'hui dans les standards internationaux. Il y a le comité d'audit très important, et le comité d'audit doit être présidé indispensablement par un administrateur indépendant. Il n'est pas question qu'une autre personne, un administrateur interne ou un administrateur extérieur intéressé par le capital, soit le président du comité d'audit. Donc c'est une condition sine qua non. Un comité d'audit doit être présidé par un administrateur véritablement indépendant. Et dans les standards internationaux, le comité d'audit doit être composé en majorité d'administrateurs indépendants. La circulaire 2011-06 de la BCT a exigé des banques tunisiennes d'avoir minimum 2 administrateurs indépendants. Et ce que je constate, c'est que la majorité des banques tunisiennes se sont suffies à ce minimum syndical. 2 administrateurs indépendants, je me suffis à 2 administrateurs indépendants. Et encore. Donc pourquoi ne pas aller plus loin que ça? Pourquoi ne pas avoir 4 administrateurs indépendants, 5 administrateurs indépendants dans les conseils d'administration des banques tunisiennes? Pour pouvoir avoir des gens qui sont disponibles, des gens qui sont compétents, des gens qui sont intègres, des gens qui rassurent les marchés financiers, qui rassurent les actionnaires, qui rassurent les stakeholders, des gens qui apportent une valeur ajoutée. Et des gens qui peuvent peupler les comités spécialisés et qui peuvent apporter une valeur ajoutée au sein de ces comités spécialisés. Donc, l'organisation en comité, donc 3 comités. Comité d'audit, aujourd'hui toutes les banques tunisiennes sont équipées et dotées d'un comité d'audit. Comité des risques, donc très important aussi, un comité qui va donc identifier les risques, les cartographier et prévoir des méthodes de gestion de risque. Aujourd'hui, j'ai fait des études, j'ai trouvé qu'il y a des banques tunisiennes qui n'ont pas encore cette notion de risque, des banques qui naviguent à vue, donc qui n'ont pas jusqu'à maintenant établi une cartographie des risques, qui n'arrivent pas à identifier leurs risques. Donc, et ces banques-là encourent des risques assez importants. Donc le comité des risques, il faut bien qu'il bosse et qu'il travaille. Troisième comité, aujourd'hui, qui est prôné au niveau des standards internationaux, c'est le comité des nominations et des rémunérations. Donc nomination des administrateurs indépendants, des futurs administrateurs indépendants, rémunération, donc arrêter les principales rémunérations des principaux dirigeants de l'institution financière et bancaire. Aujourd'hui, la Banque centrale, à travers la circulaire 2011-06, a donc institué 3 comités spécialisés obligatoires qui sont le comité d'audit. 30 secondes. Oui, comité d'audit, comité des nominations et comité des risques et comité donc, du crédit. Donc moi je crois qu'il faut aussi pousser vers un comité donc, des nominations et des rémunérations. Alors, si on peut dérouler vite fait donc, le reste des standards internationaux, dissociation des fonctions, donc séparation des pouvoirs, c'est un principe fondamental en matière de bonne gouvernance. Aujourd'hui, est-ce le cas ? Donc est-ce qu'il y a des pouvoirs qui sont vraiment séparés entre celui qui contrôle et celui qui gère? Certaines banques l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait.
Je vois que certaines banques commencent à adopter ce qu'on appelle le système dual, avec conseil de surveillance et directoire. Moi, je suis pour ce genre de système, comme je suis pour aussi la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et du directeur général. Sauf que le président du conseil d'administration ne doit pas être salarié de la banque, ne doit pas toucher donc, le salaire de la banque à partir du moment où il n'est pas exécutif. Donc, règlement intérieur, pilotage des rémunérations, évaluation du conseil, charte de gouvernance, charte d'éthique et gestion des assemblées. Je crois qu'on commence à avoir des codes de bonnes pratiques bien structurés au sein des banques tunisiennes. Ça, par contre, c'est une bonne chose. On commence à avoir conscience de la nécessité de ce genre de pratiques. Alors, je termine par dire que, donc, aujourd'hui, donc, on commence à penser à la gouvernance, on commence à prendre conscience de ça, mais il faut accélérer la cadence. Il faut croire à ça, il faut partager cette adhésion et il faut passer à plus de pratiques. Et je termine par une citation de Michel de Montaigne, donc célèbre écrivain et auteur français, qui disait « Mieux qu'une tête bien pleine, une tête bien faite ». Et aujourd'hui, je crois qu'en Tunisie, on a besoin de têtes bien faites, surtout. Merci. Merci, Simon. Juste une question, mais en 10-15 secondes. Vous avez parlé, bien entendu, de cette circulaire structurante, fondatrice de juin 2011. Moi, je vous poserai la question suivante. On a vu dans la pratique que les banques se sont conformées à ce que vous avez appelé ce minimum syndical. Mais est-ce que vous ne pensez pas, au vu du mode de sélection des administrateurs indépendants dans les banques, notamment privées et publiques, que cette circulaire a encore renforcé la distorsion entre les banques publiques et les banques privées, puisqu'il y a eu une sorte d'écrémage des meilleurs administrateurs, justement indépendants, qui offrent le profil adéquat, en faveur des banques privées et fatalement au détriment des banques publiques, qui ont procédé par un mode de sélection qui est tout sauf un mode de sélection d'administrateurs indépendants. Mais très vite, moi. C'est la Bible. Alors moi je vais commencer par donner une information toute fraîche. Il y a une banque tunisienne, une banque publique, à qui la BCT a envoyé une instruction, et donc la BCT a refusé les 2 administrateurs indépendants qui sont choisis par cette banque. Et bon, sur appel d'offres. Donc je crois que c'est une bonne chose, parce qu'on peut prendre la chose du bon côté et du mauvais côté. Le bon côté, c'est la BCT qui réagit face à ça, et je crois que c'est une bonne chose, ça, de suivre donc l'évolution et l'application de la circulaire 2011-06. La mauvaise chose, c'est que les banques qui prêchent encore par un certain amateurisme. Donc on ne peut pas sélectionner des administrateurs indépendants par un appel d'offres publié dans un journal de la place. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on a besoin donc d'un travail de prospection, d'un travail de sélection suivant des profils. Parce qu'aujourd'hui, si la Bible en parle de conseil d'administration, caisse de résonance, de conseil d'administration, répertoire de connaissances. On n'est plus dans la configuration du conseil d'administration, chambre d'enregistrement. On est dans des conseils d'administration où il doit y avoir une complémentarité dans les profils, il doit y avoir le juriste, il doit y avoir le financier, il doit y avoir l'économiste, il doit y avoir l'universitaire. Donc c'est ça un conseil d'administration aujourd'hui performant. Est-ce que ce comité ou ces comités ou cette sélection se fait aujourd'hui suivant ces critères-là? Je ne le pense pas. Merci.